Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission organisée par notre fondation Fondapro avec le soutien de Branchet et en partenariat avec l'Institut Santé. L'émission de ce soir est assez atypique étant donné qu'on reçoit un médecin, un patient, un économiste sur le plateau. Et le thème de ce soir, c'est pourquoi et comment régénérer le système de santé. Alors avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Antoine Watrelot, chirurgien gynécologue et président de la Fondation Fondapro. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Avec nous également Frédéric Bizard, qui est président de l'Institut Santé. Bonsoir. Bonsoir. Et Raymond Merle, patient expert et membre du bureau aussi de l'Institut Santé. Bonsoir. Si vous souhaitez poser des questions ou réagir pendant l'émission, vous pouvez le faire directement dans le chat et je transmettrai les questions à nos invités. Alors, Antoine Watrelot, vous êtes président de Fondapro. Pouvez-vous, pour démarrer cette émission, nous présenter déjà la Fondation et nous expliquer le lien avec le thème de ce soir et l'invitation de l'Institut Santé? Oui, alors Fondapro, donc, qui est né en 2016, est une fondation qui s'intéresse essentiellement aux patients. Et donc, c'est l'alliance, on va dire, de médecins et de patients. Et ça nous paraît très important de refonder ce lien qui a souvent été un peu distendu avec des incompréhensions. Enfin, je pense qu'on en parlera peut-être ce soir. Et je crois que depuis la crise du Covid, où vraiment le système, on va dire, a un peu explosé, enfin, dans tous les cas, on a vu de façon très nette les failles du système apparaître. Je pense que c'était le bon moment d'en parler, surtout avec les experts qui sont avec nous ce soir. Merci Antoine. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre fondation, vous allez avoir le lien vers notre site internet pour voir les différentes actions qu'on mène actuellement. Je me tourne maintenant vers vous, Frédéric. Vous êtes président de l'Institut Santé, vous êtes économiste. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cet institut déjà? Oui, donc l'Institut Santé est un centre de recherche appliqué à la régénération du système de santé qui a été créé en 2018 avec une idée d'avancer sous forme d'un travail d'intelligence collective avec une approche transpartisane, interdisciplinaire, qui nous a semblé absolument indispensable pour essayer de peser sur ce débat. Et on dit souvent, on sait ce qu'il faut faire, mais enfin, il faut un petit peu rentrer dans le détail. On a un système qui est complexe, qui a la complexité de sa richesse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intervenants avec des statuts différents, qui a été extrêmement performant au XXe siècle. Et c'est pas qu'il est devenu non performant par hasard, c'est parce que le monde s'est transformé. Et donc, il faut l'adapter. Et pour l'adapter, il faut que l'ensemble des métiers se réorganisent, mais il faut qu'à une échelle qu'on appelle l'échelle macro, il faut repenser à l'organisation des acteurs pour qu'ils puissent se réinventer dans un nouveau modèle. Il faut repenser à la gouvernance, le rôle de l'État, le rôle de l'assurance maladie, le rôle des collectivités territoriales et le rôle des acteurs évidemment. Et puis il faut repenser à son financement. Donc on a travaillé pendant 6 ans maintenant et maintenant on est prêt et on est prêt à faire un lobbying des idées, des propositions. Et puis on est très à l'aise avec s'il y a mieux, il faut prendre mieux. Mais en tout cas, nous, on a réussi avec vraiment des approches très différentes par des gens qui ne se parlent pas parce qu'ils sont de statuts différents du public, du privé. Ils ne se parlent pas parce qu'ils ne font pas le même métier. Il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des philosophes, et puis il y a beaucoup de professionnels de santé. Et puis évidemment, on a avec Raymond et son réseau très important d'experts patients, eu vraiment aussi cette approche qu'on appelle bottom-up, à partir vraiment du terrain, de la vraie vie. Et d'ailleurs, on va sortir une forme romancée de cette refondation à partir de la vraie vie, puisqu'on a pris une famille avec ses 4 générations et on a montré comment est-ce qu'elle vivait dans un système dégradé, comment est-ce qu'elle peut vivre dans un système repensé, et donc qu'est-ce qu'on fait pour passer de ce système dégradé à ce système performant. Merci Frédéric. Alors je vais me tourner vers Antoine pour rentrer dans le vif du sujet. Antoine, vous êtes président de la Fondation, mais vous êtes chirurgien. Quelle est votre vision sur le système de santé actuel? Comment vous l'avez vu aussi peut-être évoluer ces dernières années? Vous, vraiment, votre vision terrain, justement, en tant que médecin. C'est intéressant parce qu'effectivement, on dit toujours que la médecine française, c'est le meilleur du monde. On l'entend partout, puis on se rend compte que c'est peut-être plus si vrai. Comme disait Frédéric, je pense qu'on a quand même un système qui est un bon système de santé. Mais on s'est rendu compte, et je pense que les crises pour ça sont des révélateurs, que la crise du Covid, la gestion de la crise du Covid et au sortir de cette crise du Covid, on s'est rendu compte de failles énormes dans le système de santé. On s'est rendu compte que le personnel était en souffrance puisqu'il a disparu de façon extrêmement importante. On rappelle quand même qu'il a fallu presque 1 an pour que les blocs opératoires retrouvent à peu près un niveau d'activité égal à celui d'avant la crise. Donc c'est quand même
un vrai problème. Et puis alors, je rebondis sur tout ce que tu disais, on a des différents acteurs, en particulier dans le monde libéral et dans le monde public, on a l'impression qu'il y a des dogmatismes et des rails qui ne se rencontrent jamais, alors qu'on est tous issus du même moule et qu'on est tous là pour faire la même chose, c'est-à-dire soigner le patient. Et que par conséquent, on devrait sûrement laisser tomber un peu ces archaïsmes pour justement évoluer vers ce nouveau système de santé que beaucoup de gens appellent de leur vœu et qui devient maintenant parfaitement nécessaire. Alors justement, Raymond, vous êtes patient expert. Oui. Qu'est-ce que vous, en tant que patient, quelle est votre vision sur le système qu'on a justement actuellement? Le système de santé est bon, on vient de le dire. Donc, simplement, c'est la répartition des rôles qui change. Nous, en tant que patients, nous ne sommes plus des simples patients. On souffre, on subit, on est soumis. Si on prend l'étymologie, dans l'étymologie, dire qu'un patient devient un acteur est un non-sens étymologique. Donc on est quand même dans cette situation à l'heure actuelle. Donc en fait, la difficulté, c'est ce que disait Frédéric, c'est la reconnaissance de tous les acteurs et qu'ils puissent travailler ensemble. Donc on est à l'heure actuelle au bord d'un changement de paradigme par la collaboration. C'est-à-dire qu'on ne va plus partir pour le patient, mais partir avec le patient. On ne part plus de l'offre, mais on parle des besoins. Donc aujourd'hui, le système de santé, il a besoin d'être effectivement régénéré avec une répartition des rôles de chacun. Et le patient, dans ce système, a besoin d'évoluer aussi, mais en collaboration. Il n'évolue pas tout seul. On ne peut plus évoluer tout seul. On a besoin les uns des autres. Alors en effet, aujourd'hui, on est peut-être moins en silo et les gens ont besoin de travailler ensemble. Frédéric, on a le médecin, on a le patient. Oui. Alors, comment on fait? Alors, je demande, avant de voir comment faire, juste pour finir le diagnostic, c'est d'abord, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est là où on voit que dans ce système dégradé, il y a un grand espoir de pouvoir relancer la machine assez vite parce qu'on a encore en effet une grande qualité de médecine. On a une histoire médicale qui vient de loin et on a une qualité de ressources humaines et une qualité dans nos universités. Bref, on a ces dispositifs-là qui mettent des années à être créés pour les pays qui ne l'ont pas. Nous l'avons. Nous avons des technologies exceptionnelles, pas simplement en France, mais nous sommes plutôt doués sur l'aspect. Donc on a toutes les ressources pour relancer le système. Pourquoi ce système ne fonctionne plus bien? D'abord, on a eu un très bon système de soins, mais on n'a jamais eu un système de santé. On a eu un système qui s'est toujours intéressé uniquement au curatif, au moment pour prendre les patients une fois qu'ils étaient malades. Mais c'est ce qu'ont fait la plupart des pays au XXe siècle. Mais nous, on en est resté à cette étape-là. Deuxième chose, donc, pourquoi ce système ne va pas bien? Il ne va pas bien parce qu'encore une fois, c'est l'environnement qui s'est transformé. Le vieillissement de la population, qui est historique entre 2010 et 2050. La population a toujours vieilli. Mais l'intensité du vieillissement de la population fait qu'on se retrouve avec un vieillissement qui est en mauvaise santé parce qu'on a un système de soins, pas un système de santé. Donc globalement, il est plutôt il se fait en mauvaise santé, puisqu'on gagne à peu près, quand on gagne une année d'espérance de vie, on gagne 20% d'espérance de vie en bonne santé, 80% en mauvaise santé. D'accord ? Si on regarde sur une longue période d'une vingtaine d'années, c'est à peu près ce qui se passe. Donc il est assez logique qu'on soit passé de 3 millions de personnes avec des affections de longue durée en 1990 à aujourd'hui 13 millions. D'accord ? Avec un flux à peu près de 700 000 nouveaux patients avec des affections de longue durée. Bon, malheureusement, il en meurt beaucoup, puisque 80% de ceux qui meurent avec une affection de longue durée. Donc on se retrouve avec 300 000 en flux net. Mais donc vous voyez que ça, c'est une première chose qui fait que la pression avec une nouvelle demande de soins est trop forte par rapport à notre capacité à la gérer. Deuxième chose, c'est la chronicisation des pathologies, qui est aussi une bonne chose. Le vieillissement est évidemment une excellente nouvelle pour l'humanité, puisqu'on vit plus longtemps. Mais ça a un impact qu'on n'arrive pas à gérer. La deuxième chose, c'est la chronicisation des pathologies, qui est une deuxième bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on soigne de mieux en mieux les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies psychiatriques. Mais les gens donc vivent, et on a là un très bon exemple, c'est vivre des années avec des pathologies qui, avant, étaient mortelles. Sauf qu'une pathologie chronique, ça ne se gère pas comme une pathologie aiguë. C'est ce qui a été dit avant, c'est qu'il faut faire travailler tout un tas de métiers différents, avec des statuts différents, mais aussi des spécialités différentes, ensemble. Et le système, il n'a jamais été pensé pour ça. La troisième
révolution, hein, parce que tout ça, c'est pas des petites évolutions, c'est vraiment des transformations profondes, qui vient heurter le système, ce sont les révolutions technologiques. Et la santé est au cœur de plusieurs révolutions technologiques, génomiques, numériques, d'intelligence artificielle, biotechnologie, qui sont formidables pour le système. Oui. Sauf que le système n'a pas été pensé pour intégrer rapidement autant d'innovations. Ce qui fait que les innovations, elles sont à la marge du système. Souvent, j'entends « Ah non, mais là-bas, dans telle région, on a réussi. » Non, mais très bien, mais ça ne fait pas système. Pour le moment, il suffit de regarder le numérique. On est encore avec des ordonnances et des feuilles de soins papier. Pas beaucoup de pays qui font ça. Bon, donc on voit bien qu'on a du mal à rendre systémique et à diffuser pour tous les acteurs, patients comme professionnels de santé. Et ça vient du fait que notre système n'a pas été pensé. Donc, on va voir un petit peu plus tard dans l'émission, en effet, c'est tout ça qu'il faut arriver à reconfigurer pour que le vieillissement de la population soit une chance, la chronicisation des pathologies soit une chance, et les révolutions technologiques soient une chance. Et si on arrive à faire ça, on relance le système. D'accord. Alors on fait comment du coup pour relancer ce système et avancer dans le bon sens, des pistes concrètes de ce qui peuvent être faites à votre avis, Frédéric, je reste vers vous justement. Moi, je suis le gentil organisateur du travail d'intelligence cognitive. Non, mais je ne dis pas ça, oui. Même si je le dis ça sous forme de boutade. C'est quand même important parce qu'un cerveau n'est pas capable de produire ce que l'on a réussi à produire en 5 ans. Donc ce que je fais, c'est vraiment essayer de restituer ce travail qui a été fait avec, encore une fois, beaucoup de personnes d'horizons différents. Il y a d'abord les piliers du modèle. Qui sont très consensuels, parce qu'on a travaillé avec aussi bien des gens qui n'ont jamais connu autre que la fonction publique et des gens qui n'ont jamais connu d'autre que le monde libéral et encore une fois des patients et des choses. Bon. 3 choses, vous allez voir, consensuelles, mais derrière, c'est comment on les met en place. Mais je laisserai, avant de lire comment on les met en place, la parole, il faut qu'il y ait plusieurs horizons. Les 3 piliers, c'est ce qu'on appelle passer du soin à la santé, c'est-à-dire passer d'une approche de la gestion de risque. Et ce qui est vrai en santé, c'est vrai dans tous les risques sociaux, de l'aval vers l'amont. C'est-à-dire ne pas attendre que le risque soit exprimé, donc la maladie pour la santé, pour agir. Il faut agir le plus tôt possible dans l'espérance de vie. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait ce vieillissement en bonne santé, qui est l'autre acteur que l'individu pour, sur une durée de vie de 80 à 90 ans, s'assurer qu'il va reporter le plus tard possible l'entrée dans la maladie. C'est l'individu lui-même, mais il faut l'armer pour ça. Il n'est pas du tout armé pour ça. On est ignare en santé. Alors, en fonction des niveaux socio-éducatifs, on a plus ou moins de facilité pour comprendre comment est-ce qu'on reste en bonne santé. Mais évidemment, le but, c'est que ça soit toute la population. Donc ça, c'est le premier pilier, passer du soin à la santé, avoir une gestion du risque en amont. Le deuxième pilier, c'est un peu ce qu'on disait pour faire travailler tout le monde ensemble, c'est avoir une approche qui soit une approche qui parte des besoins et pas de l'offre. Notre système de santé, c'est un système de gestion de l'offre. Si vous regardez aujourd'hui, CPTS, GHT, tout ça, les professionnels de santé se parlent entre eux, mais ils ne mettent pas le patient, on ne part pas du besoin. Donc il faut partir du besoin, et c'est pour ça qu'il faut territorialiser, et c'est pour ça qu'il faut vraiment définir les besoins à une échelle locale. On va revenir de voir comment. Donc passer d'une gestion par l'offre à une gestion par le besoin. Troisième pilier, c'est... Et c'est l'autre point que je voulais aborder aussi, c'est que l'État, le système n'a pas rien fait. On a fait beaucoup de choses depuis 20 ans. Mais on a cru qu'on allait relancer le système en l'administrant. Parce qu'on a compris, tout le monde, on sait bien, tout ça, ça part de loin, qu'il allait y avoir une forte hausse de la demande. Et donc l'État s'est dit, sur les ordonnances Juppé, la réflexion dans les années 90, des personnes qui étaient au pouvoir et des personnes qui pensaient le système, qui se sont dit, en fait, il faut redonner à l'État le contrôle du système. On était dans un système qui n'était pas étatique. C'est pas un système à l'anglaise. On était dans un système qui était assez décentralisé, avec ces fameux mandarins dans les hôpitaux, avec des médecins libéraux qui étaient indépendants, et puis avec un patient qui avait une liberté de choix. En tout cas, c'est le cœur de notre modèle. Et c'est un modèle très fort en matière de valeurs qu'il faut réinventer. Mais donc, l'État s'est dit, non, il faut qu'on recontrôle tout ça, parce que c'est à cause de cette liberté des acteurs qu'il y a trop de dépenses. Et ça va s'aggraver. Donc, on a décidé d'administrer le système. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas besoin d'une réadministration du système, mais là, on a été au bout de cette logique administrative qui fait qu'il n'y a plus qu'un seul pilote,
c'est l'État et la haute administration. C'était une volonté politique. Un ancien président de la République a dit « je veux voir qu'une seule tête, c'est l'administratif, à l'hôpital comme ailleurs ». Là, on est arrivé à ça. Et ce troisième pilier, c'est de passer du tout-autéatisme à un État stratège, mais à une démocratie sociale et solidaire qui soit réinventée et vive, et active, pardon. D'accord. Merci. Antoine, est-ce que vous voulez réagir du coup, Non, vous, moi, en tant que médecin, les difficultés que vous pouvez avoir au quotidien? Oui, alors, moi, j'ai pas la vision, on va dire, en hauteur. J'ai une vision beaucoup plus, évidemment, de terrain, par définition, compte tenu de ma pratique. Mais je souscris. Et il est très, très surprenant de voir qu'en fait, ce que tu dis sur l'administration qui chapeaute tout, tous les médecins s'en plaignent en disant redonnez-nous du temps médecin. On a beaucoup de charges administratives, ça c'est le public. Où on voit nos confrères du public qui sont dans les réunions, dans les charges administratives et qui ne soignent plus le patient. Donc déjà ça c'est un problème parce qu'on est fait pour soigner le patient, on n'est pas fait pour faire de l'administration. Déjà c'est un vrai problème. Et puis on pourrait décliner ça dans plein de domaines. Comment se fait-il qu'on a géré la crise du Covid, dont tout le monde qui est tout à fait récente, on l'a géré au départ. Alors ça s'est amélioré. C'est pour ça d'ailleurs que je suis assez d'accord avec toi pour penser qu'on peut être évolutif. C'est que le début de la gestion de la crise a été parfaitement étatisé, dans lequel on a fait des choses absolument aberrantes entre le privé et le public. C'était n'importe quoi. Et puis, très vite, les gens se sont rendus compte, dès le sommet d'ailleurs, et puis après au niveau local, qu'il fallait changer. Et on a amélioré les choses. Et on a vu par exemple des cliniques participer alors qu'on les avait totalement exclus à la gestion de la crise. On a vu des échanges, alors parfois ça a été maladroit, parfois ça n'a pas été toujours très très bien fait. Mais dans tous les cas, là il y a eu, je pense, une prise de conscience. Et c'est peut-être à partir de cette prise de conscience qu'il faut capitaliser pour dire, voilà, on peut le faire quand on est dans la nécessité. Alors à l'époque, je vous rappelle que la nécessité était absolue. On nous a parlé d'être en guerre. On a su le faire. Il y a ça. Et puis je voudrais dire un mot qu'on n'a pas encore... mais enfin, c'était en filigrane dans ce que tu disais, c'est le mot prévention. En France, on a... Alors c'est là où on parle de politique de santé ou politique de soins. On parle de prévention. Moi, je me souviens avoir eu l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron. Il n'était pas encore président. Et il déroulait son programme, on va dire, électoral à l'époque. Et il avait mis au centre la prévention. 6 ans après, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il a toujours la même idée, mais qu'en réalité, dans le terrain, la prévention a beaucoup de mal à se faire son chemin. Alors, il y a des initiatives, il y a des choses qui sont faites, mais on ne peut pas dire, comme tu le disais, qu'on a un système de santé, on a un système de soins, mais la prévention, elle n'est pas très, très bien faite en France. Enfin, il y a beaucoup de travail encore, ça, je suis d'accord. Allez-y, Raymond, vous voulez réagir? Allez-y, je vous en prie. Alors justement, pour la prévention, pour partir de ce point-là, la prévention, la difficulté, c'est la représentation de la prévention. La prévention coûte cher, au demeurant. Elle coûte, forcément. Mais quel bénéfice on peut avoir après en dépistant précocement, en activant sur la prévention, etc. Donc je veux dire, la prévention, c'est quasiment un faux problème tel qu'il est exprimé aujourd'hui. En fait, il y a eu, je suis d'accord bien sûr avec ce qui vient d'être dit, mais sur la partie de la crise du Covid, le Covid a permis de révéler quand même les difficultés. C'est quand même l'avantage qu'on peut avoir par rapport au Covid. Nous, la difficulté que les patients ressentent, c'est l'accès aux soins, c'est des grandes difficultés pour trouver un médecin, pour les plateformes qui existent, je pense Doctolib pour ne pas la citer, c'est pas forcément aussi évident que ça. Donc on a quand même des difficultés. Maintenant, comment on fait? La question c'est que faut-il changer? Je pense qu'il faut changer la représentation du patient. Le patient n'est plus patient, il ne subit plus, il agit, il s'informe. À l'heure actuelle, on est quand même à l'ère du numérique. Il va voir sur Internet, il va voir. Donc il y a un comportement qui doit être modifié des professionnels, des patients, enfin des économistes aussi, puisqu'il y a un regard, c'est pas vrai, il y a un regard. Tu as raison, et moi je pense que c'est pas forcément des choses très très importantes. Non. Par exemple, aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous chez un dermato, c'est 6 mois, 8 mois, etc. Il suffirait, et il y en a quelques-uns qui l'ont fait, de dire chaque médecin se réserve tous les jours 1 ou 2 créneaux d'urgence ou de semi-urgence. On désengorgerait les urgences. Si on regarde sur le nombre de professionnels de santé, donc c'est des choses qui sont simples, on peut tous le faire. Et il suffit évidemment d'avoir une volonté de le faire, et je pense qu'on pourrait décliner ça dans beaucoup de domaines. Hein. Ça, c'est un micro-exemple, mais il y a beaucoup de domaines où on pourrait progresser, ça je suis sûr. Si on prend un autre exemple des urgences,
nous qui sommes en pathologie chronique avec des traitements lourds suivis dans les établissements, on nous oblige à passer par les urgences. Ouais. Donc, alors qu'on n'a rien à faire aux urgences quelque part, Bien sûr. quand on est suivi sur ces pathologies et des traitements lourds. Donc en fait, il y a plein de... c'est multifactoriel en fait. Les verrous. Oui. Quand on parle des urgences, on parle du post-urgence, mais c'est l'accès aux urgences, c'est la phase d'entrée. On va sur les CHU, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile. Les cliniques privées ne prennent pas. Enfin, il y a une réorganisation complète qui est à faire à ce niveau-là. Et je pense que ça fait partie de la régénération. Absolument. Ah bon allez-y si bon, vous voulez. Oui, Après, oui non, alors, oui, mais allez-y, vous voulez poser une Non, question? j'avais juste des petites remarques dans le chat, donc je me permets, parce que oui. évidemment, si vous oui, avez bien des sûr, remarques bien ou des sûr, bien questions, vous pouvez bien sûr l'inscrire dans le chat. Alors, j'ai une personne que certains connaissent autour de la table, un certain Christophe, qui est au CHU de Grenoble et qui nous dit 1 heure avec les patients, 3 heures de reporting dans l'hôpital public. Donc, c'était pour rebondir ce que vous disiez, Antoine, sur les problèmes les soignants. Ils sont là pour soigner, pas pour faire de l'administratif. Vous, en tant qu'économiste, quand vous entendez 1 heure avec les patients, 3 heures de reporting derrière... Mauvaise gouvernance. Ça, c'est la chose. Donc, on va voir dans les solutions. Non, mais c'est... Parce qu'encore une fois, il y a le constat, mais il faut qu'on passe, parce que travailler sur comment concrètement on fait, parce qu'on a tout pour, encore une fois, relancer ça, mais comment on fait concrètement? D'abord, sur parce que l'élément déclencheur, il faudra qu'on le voit après, une fois qu'on a un petit peu décrit la réforme, c'est, oui, mais d'accord, maintenant, donc on sait maintenant ce qu'il faut faire, on va l'expliquer, mais maintenant, comment on convainc? J'étais, il y a pendant 2 heures à l'Assemblée nationale une conférence où il se trouve que le ministre délégué à la Santé est venu, a fait un discours et lui-même, il a répété 3 fois, il dit, vous savez, je suis là quelques temps, quelques semaines, quelques mois, j'en sais rien, mais bon, en gros, je gère les affaires courantes. Ce que je veux dire par là, et je ne dis pas ça... il aurait été un autre, ça aurait été pareil. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté politique de faire de la santé un sujet majeur. Il ne faut pas se leurrer, c'est comme ça. Et donc l'action citoyenne dont je parlerai à la fin, elle est capitale parce que tu as raison. La crise Covid, moi j'ai cru peut-être que ça allait être l'élément déclencheur à un moment. J'ai cru parce qu'on a en effet déverrouillé le système et ça n'a pas tout réglé, mais on a vu quand même que et dans les hôpitaux et dans les autres secteurs, ça allait quand même beaucoup mieux quand on relâchait cette chape de plomb administratif. Bon, enfin ensuite le naturel est revenu au galop immédiatement derrière. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas demander à la haute administration qui a réussi à avoir, et ça c'est un élément fondamental, à avoir tous les pouvoirs et pour les relâcher maintenant. La haute administration, elle a à la fois tous les pouvoirs vers le bas pour contrôler le système et tous les pouvoirs vers le haut pour convaincre le politique qu'il faut ne rien changer à la gouvernance. Bon. Donc, sur les éléments, on est obligé d'essayer de conceptualiser un peu parce que c'est quand même large un système de santé. Mais il faut regarder ce qu'il faut faire sur la gouvernance, c'est-à-dire qui gouverne quoi, qui a pouvoir sur qui et qui fait quoi. D'accord? Ce qu'on appelle la gouvernance. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est l'organisation des acteurs pour qu'on puisse transversaliser et que les gens de différents statuts puissent travailler ensemble et à partir des territoires. Et la troisième chose à faire, c'est comment on fait pour financer donc, ce bras armé de la prévention. Et là, attention, parce que beaucoup de collègues qui me le disent, non, la prévention, c'est une source d'investissement avec un retour formidable. Mais ce n'est pas un financement de n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle la santé publique, ce qu'on ne fait pas en France. C'est-à-dire une approche populationnelle et préventive. Bon, c'est une science, la santé publique. Hein, bon, et on a des gens tout à fait performants pour ça. Donc ça, c'est la troisième chose. Et puis comment on finance mieux le soin pour qu'il soit davantage sur une médecine de parcours, mais sans abandonner le soin ponctuel du chose qui est aussi important. Bon. Donc sur le premier point de la gouvernance, et ça c'est la mère des réformes, hein. Quand un système social et économique dysfonctionne, c'est qu'il y a un problème là-haut. Comme quand il y a une entreprise qui dysfonctionne. Il n'y a pas d'entreprise qui dysfonctionne pendant des années sans qu'il y ait un problème de stratégie et de gouvernance. Donc il faut repenser le rôle de l'État, de l'assurance maladie, des collectivités territoriales et des acteurs. Comment? Il est clair qu'on ne peut plus, dans le monde actuel, faire sans une stratégie nationale de santé de moyen long terme, qui fixe des objectifs de santé publique, 3 à 5, pas plus, de façon à prioriser les dépenses. On ne peut pas tout faire tout le temps. Le budget, il est par définition fini.
peux le regretter, mais c'est comme ça. Okay, donc il faut le prioriser. Et ça, c'est à l'État de le faire, selon des objectifs de santé publique. C'est la première chose. Alors, on a proposé, maintenant ça fait l'unanimité, ça a été repris d'ailleurs, il a reparlé le ministre, l'Institut de santé était la première à dire, il faut faire comme on fait dans les grandes fonctions de l'État avec une loi d'orientation et de programmation sanitaire. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a toujours fait dans la défense, dans la sécurité, c'est ce qu'on fait maintenant dans l'agriculture, c'est ce qu'on fait dans l'environnement, c'est-à-dire vous demandez à l'État d'avoir une politique de santé dans ce cas-là, ou agricole dans l'autre, sur 5 ans, avec des objectifs à 5 ans et un plan d'action à 5 ans. D'accord ? Et ça, c'est voté au Parlement. En début de quinquennat, le mieux, c'est le faire. Bon, donc ça, c'est ce qu'on propose. Mais si l'État ne le fait pas en santé, c'est qu'il n'est pas capable de le faire aujourd'hui, dans son organisation actuelle. Parce qu'encore une fois, l'État, historiquement, a été structuré pour piloter des hôpitaux en direct, puis de façon indirecte, une médecine de ville, et puis de façon indirecte des... Bon. Donc, il faut réarmer l'État en matière de santé publique. Donc, il faut une grande agence nationale de santé publique qui soit pilotée par un expert de santé publique qui ait un pouvoir politique, et un pouvoir politique, donc on l'appelle ministère délégué à la santé publique, peu importe, mais c'est l'esprit. Et puis au-dessus de lui, il y a un politique qui est ministre de la santé, mais qui est un pur politique. On ne lui demande pas d'être un expert de santé. Lui, c'est celui qui a le pouvoir politique pour pousser la santé le plus haut possible dans l'agenda politique. Parce qu'on l'a vu avec la crise Covid, que pas de santé, pas de liberté individuelle, pas de développement économique, pas de sécurité, pas de tout ça. Donc la santé, c'est bien au-delà de simplement soigner les gens. Bon. Donc il faut réorganiser. Il y a une réorganisation de l'État à avoir. Il y a un pilier santé publique, puis il y a un pilier évaluation des produits et des biens de santé. C'est une grande autorité de santé. C'est les deux pôles qu'il faut organiser. En région, est-ce qu'il faut un État aussi pléthorique que l'on a aujourd'hui? Nous ne pensons pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la question. On peut peut-être garder les ARS. Nous, ce qu'on propose, c'est d'inclure les services de l'État dans les préfectures. Les préfectures sont c'est le relais de l'État qui fonctionne plutôt bien parce qu'ils connaissent bien les territoires. Parce que le problème des ARS, c'est qu'il y a plusieurs problèmes, mais c'est que c'est une institution qui est déconnectée des territoires. Ils connaissent pas les territoires. Et ils connaissent pas beaucoup la santé. Ça fait beaucoup. Ils connaissent très bien l'administration de la santé, mais ça, c'est pas la santé sur le plan local. Et on dit, en fait, c'est vous qui allez décider de tout. Vous voyez, donc c'est assez normal que ça ne fonctionne pas bien. Donc l'État a un rôle très important aussi dans les territoires, mais via une représentation de l'État qui, à notre avis, doit rentrer dans un service de santé publique dans les préfectures. Parce que si vous demandez à l'ARS de se mettre en retrait sur la chose, vous demandez quelque chose qui est impossible parce qu'on a un État qui est très centralisé par nature. C'est pour ça qu'il faut réorganiser l'État. On pense que l'assurance maladie doit être l'intermédiaire entre ces territoires dont je vais parler et l'État. C'est-à-dire que c'est une délégation de services publics pour financer l'essentiel des soins et un peu de prévention. On ne va pas tout voir, mais c'est un peu là. Mais aussi pour jouer ce rôle à travers une vraie démocratie sociale et sanitaire qui doit être représentée. C'est pour ça qu'il faut repenser là aussi la gouvernance. Aujourd'hui, vous avez des syndicats d'employés et d'employeurs, mais ça, c'était le XXe siècle, où en fait la Sécu, c'était la Sécu des travailleurs. Maintenant, c'est la Sécu des citoyens. Donc il faut y mettre des représentants des professionnels de santé, des représentants des patients et les syndicats. Vous voyez, donc il faut repenser un espèce de parlement qu'il faut repenser à l'échelle nationale, régionale, puisque nous pensons qu'il faut repenser des caisses régionales pour jouer ce rôle-là à l'échelle régionale et les caisses primaires qui existent. Donc ce n'est pas une révolution, hein, c'est remettre en ordre cette gouvernance-là. Et à l'échelle territoriale, donc là je rentre dans la deuxième, tu reviendras sur la gouvernance, mais dans la deuxième partie, c'est comment on fait pour que tous les acteurs travaillent ensemble. C'est pas simple. Nous, ce que nous proposons, c'est d'aller au bout de la logique de la territorialisation. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant en matière de territorialisation va dans le bon sens. Le seul problème, c'est qu'on a gardé l'esprit complètement cloisonné entre l'hôpital qui a son GHT, la ville qui a ses CPTS, les EHPAD qui ont les départements et le patient qui est nulle part. Parce qu'il n'y a pas un patient qui connaît ce PTS, son GHT. Tout ça, c'est fait pour les acteurs, vous voyez. Donc nous, on pense qu'il faut faire comme un petit peu Napoléon a réfléchi il y a 200 ans, où il s'est dit comment je vais structurer mon administration sur le plan local. Il s'est dit, je vais créer un truc que je vais appeler des départements, et il faut que les administrés puissent faire le tour, puisqu'il faut qu'il y ait une proximité très importante, le tour à cheval des départements en une journée.
Comme ça qu'il a été réfléchi. Bon, c'est un peu la même logique avec les territoires de santé. C'est-à-dire qu'il faut que ça parle. D'accord, on va reprendre le cheval et on va... Non, mais je vois ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça parle aux gens. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une unité géographique dans laquelle les individus puissent trouver l'ensemble des biens et services essentiels à la santé et qui est une proximité. Alors, on sait que pour les urgences, c'est 30 minutes, mais il y a d'autres critères que ça à prendre. Et donc, il y a plusieurs critères à prendre pour les construire. En gros, ce sont des unités géographiques à peu près de 200 000 habitants. C'est vrai que si on les inclut dans les départements pour qu'il y ait un sens avec le truc, c'est mieux, mais je ne vais pas trop rentrer dans la tête. Bref, il y a des territoires. Dans ces territoires, on crée ce qu'on a appelé le service public territorial de santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez l'ensemble des acteurs qui délivrent des missions de soins et de santé publique dans un esprit de service public, c'est-à-dire accessible à tous, avec une continuité du service et une mutabilité du service, c'est-à-dire un service qui se met à la page lorsqu'il y a des évolutions technologiques. Donc, à partir de là, quand vous tirez cette ficelle, l'hôpital, il est ancré dans le territoire, mais forcément, il faut casser les murs de l'hôpital, c'est-à-dire qu'il faut repenser, et là, vous touchiez un peu à des vaches sacrées, c'était les ordonnances Debré qui avaient emmuré l'hôpital, qui étaient formidables pour créer un système d'excellence, mais qui avaient quand même emmuré l'hôpital avec le temps plein hospitalier. Pour prendre juste un exemple de ce que ça change, parce qu'on ne va pas tout là évoquer, ça sera l'objet du livre de la rentrée, pour essayer de rendre ça vivant. Mais par exemple, c'est sûr qu'il faut laisser le temps plein hospitalier pour ceux qui le souhaitent, parce qu'on sait que c'est très important pour certains, mais par contre, laisser un temps partiel à l'hôpital et un temps partiel dans le territoire. Donc cette notion de responsabilité populationnelle et préventive que j'entends maintenant partout, et c'est très bien, il faut que ça soit l'ensemble. Le médecin libéral, qui fait déjà du service public, parce que moi, quand on me dit médecin généraliste, il n'est pas un acteur de service public, enfin, je rappelle que 90% des soins primaires ont été délivrés par l'exercice libéral. Donc il fallait bien que l'exercice libéral ait bien une conscience de service public dans son truc pour s'assurer qu'il y ait bien cette continuité de soins, et il l'a assuré. Donc c'est pas du tout antinomique. Après, il y a peut-être des gens qui sont en exercice libéral qui ne veulent pas entendre parler de service public. Je rappelle que le service public n'est pas secteur public. Le service public, ce sont les 3 attributs que j'ai notés. Mais le service public est délivré par le secteur privé dans beaucoup de services publics. Dans l'eau, ça, c'est pas le secteur public qui nous permet d'avoir une eau potable. Le ramassage des déchets, les autoroutes, les choses. Et en santé, c'est ce qui est fait dans beaucoup déjà d'endroits. L'industrie pharmaceutique, c'est pas public. Mais le médicament, c'est pas réservé à une partie de la population. Donc, évidemment que c'est là où actuellement cette guéguerre public-privé qui est ravivée est d'un autre âge. D'accord ? Oui, mais alors, si je peux intervenir là, c'est que quand même, je souscris complètement à ça, mais il y a quand même, in fine, un problème de financement majeur. En gros... Ça, c'était le troisième que j'allais t'apporter. Parce que l'État donne 100 milliards à la santé, 80 milliards pour le secteur public, 20 milliards pour le secteur privé. Et la Cour des comptes récemment a relevé l'inégalité totale du système. Donc aujourd'hui, alors que le système privé soigne 35 à 40% des malades, il a une dotation de 20 milliards. Et surtout... on peut démontrer facilement que le secteur privé coûte beaucoup moins cher. Une intervention au secteur privé coûte 2 fois moins cher qu'à l'hôpital, y compris même les compléments d'honoraires, y compris tout ça. Et donc là, on est sur un vrai problème dogmatique de l'État qui considère que seul le service public est capable de faire ça, de délivrer quelque chose de qualité. Et je suis parfaitement d'accord avec l'exemple de l'eau ou de ce genre de choses où c'est le secteur privé. Par exemple, aux États-Unis, une université peut être privée. En France, c'est pas possible. Alors qu'on a des problèmes de formation des jeunes aujourd'hui, le problème de formation, c'est un vrai problème. On a des terrains de stage énormes dans le privé. Quand on dit donnez-nous des internes du public, faites-les-nous passer, on peut les former. C'est la croix à la bannière. Il n'y a que quelques unités qui vont venir, mais globalement, c'est très difficile parce que l'hôpital aura tendance à tout garder, comme tu dis, à corseter les choses. Et donc, c'est ça, finalement, le changement de paradigme qu'il faut qu'on exerce, alors, à mon avis. Tu es d'accord ? Si tu veux. Non, mais c'est en faisant le travail qu'on a fait à l'Institut Santé depuis 6 ans qu'on voit si on est capable de le faire ou pas. Parce que je ne cache pas qu'aujourd'hui, lors des premières réunions, quand on avait la fonction publique avec l'exercice libéral, je pense que la plupart se dire que tout ça, ça va partir à volo. Et d'ailleurs, l'État qui a tenté de faire ce qu'on a fait à travers le CNR Santé n'a pas réussi à le faire. Donc, c'est pas simple. Donc, c'est pour ça que, attention, ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être plus du monde libéral où il y a les deux, je pense, mais, entre parenthèses, moi je sors de ces 2 heures de conférence, c'était avec l'hôpital public, le titre c'était « Les raisons de la colère ».
Donc, tous les libéraux qui nous entendent, qui disent qu'il y a cette inégalité de traitement et tout ça, mais quand vous parlez au public, ils ne parlent pas d'inégalité de traitement, mais la crise, elle est au moins aussi profonde, voire plus profonde. Ça, c'est en vrai. plus, quand Oui, vous êtes c'est dans vrai. un système qui a perdu son attractivité, mais en plus que vous n'avez pas l'autonomie qu'il y a dans le privé, là, vous vous dites, il n'y a plus rien à faire. Donc, je dis, c'est que nous, en tout cas, on est parti du fait que pour essayer de dépasser les statuts, il fallait qu'on garantisse, voire qu'on sacralise la liberté de choix de son statut. C'est-à-dire, vous sortez tous des mêmes universités, mais après les universités, les gens choisissent leur voie en fonction des choses. Et ce n'est pas les mêmes modes de vie et les mêmes modes d'exercice. Et la richesse du système français, c'est quand même d'avoir permis cette diversification de modes. En partie parce qu'en effet, le privé est plus productif, mais on fait des choses au public qu'on ne fait pas dans le privé aussi. Et il y a une capacité dans le public à rechercher une excellence sans aucune visée de rentabilité, mais qui quand même nourrit l'excellence de la médecine française dans la chose. Donc, il y a une complémentarité très forte. Et nous, on pense qu'il faut la conserver, cette complémentarité. Donc, pour ça, il faut bien garantir à la base la chose. Le dernier point sur le financement, parce qu'en effet, c'est un élément important, il y a deux choses, parce que je ne veux pas être trop long non plus. La première, c'est comment on finance d'abord cette prévention. Puisqu'on dit, la prévention, en effet, ce sont des milliards. Je rappelle qu'on l'a fait dans un domaine qui est la gestion du chômage, dans le travail, qui est un risque social. Moi, je travaille sur l'ensemble des risques sociaux. On a cette réflexion-là. Eh bien, en 2018, on a dit, puisque c'est davantage de l'investissement que de la dépense courante, on va investir 15 milliards d'euros sur l'État a investi 15 milliards d'euros dans le plan investissement compétences en disant il faut qu'on investisse en amont avant que les gens soient au chômage pour qu'ils gardent leurs compétences ou qu'ils acquièrent des compétences nouvelles. Le problème, c'est pas de tomber au chômage. Le problème, c'est de retrouver un emploi. C'est rien de tomber au chômage. Mais si on y reste longtemps parce qu'on ne retrouve pas un emploi. Et comme par hasard, on voit que la courbe du chômage, elle n'a jamais autant baissé. Donc, c'est l'objet. Donc, il faut faire la même chose. Où est-ce qu'on trouve 15 milliards ? On peut les emprunter, l'État est capable de les emprunter, mais on a aussi, par exemple, ça c'est une discussion à avoir, mais nous on pense que les mutuelles, dont c'est l'objet un peu social d'améliorer le bien-être des individus, je parle des mutuelles de façon large, c'est-à-dire y compris les assureurs privés, mais l'assurance, c'est l'ensemble des assureurs qui ont près de 90 milliards de réserves, dont 80% est mobilisable, qu'ils ont accumulé. Voilà un bel exemple de mobilisation pour le système. Après, ça peut être fait par un emprunt, par ces mutuelles-là. Là, on est dans le détail. Mais donc, il y a en effet un plan très important d'investissement dans le capital humain, médecine scolaire, médecine du travail, amélioration des conditions de vie des gens en rapport avec la santé. Bon, il y a tout un programme. Ça, c'est une première chose. Les collectivités territoriales, dans les déterminants de santé non médicaux, ont un rôle très important à faire, les équipements sportifs, la qualité de l'air, des choses. Donc, il faut bien voir que le financement de ce qu'on appelle la prévention ou des déterminants de santé non médicaux, il est pluriel. Il est en partie public, il est beaucoup privé, Bon, ça, c'est la première chose. Là, sur le soin et sur le financement actuel, nous, on pense qu'il faut clarifier le rôle des uns et des autres. Aujourd'hui, on a mis un système à 2 étages avec des assureurs privés qui, systématiquement, en gros, étaient là pour rembourser le complément de ce qui était remboursé par l'assurance maladie. Mais ce complément, c'est ce qu'on appelait le ticket modérateur, qui était là justement pour responsabiliser le patient en lui disant, en fait, tu dois participer au financement des soins à des exceptions qui sont l'exonération, les conditions d'exonération du ticket modérateur. Affection de longue durée, ceux qui n'ont pas d'argent, qui sont en dessous d'un niveau de revenus, et les femmes enceintes. Ça a été parfaitement fait. Nous, on pense qu'il faut revenir à cet esprit-là. D'ailleurs, on le dit aujourd'hui, on cherche avec les franchises. On dit, plutôt, on essaie toujours de bricoler plutôt que de revoir. Dire, en fait, on va les faire payer par les franchises. Mais c'est d'une complexité sans nom sur la chose. Donc, on pense qu'il faut que l'assurance maladie, qu'on appelle, nous, assurance santé publique, soit seule sur l'essentiel du financement, mais comme elle l'est aujourd'hui à hauteur de 60, c'est presque 80% aujourd'hui. Et on pense que les mutuelles, je viens de le dire, doivent avoir leur rôle propre, beaucoup dans la prévention, probablement dans certains paniers de soins où elles sont majoritaires aujourd'hui, mais où elles sont au premier euro, comme pour les lunettes, comme pour les prothèses dentaires, par exemple, et les prothèses auditives. Donc là, on voit qu'on a deux types d'assurances qui sont différentes par nature, qui fonctionnent différemment et donc qui vont jouer un rôle plein et entier d'assureur avec une participation à la gestion du risque. Évidemment, ça fait une vingtaine de milliards d'économies sur le plan administratif ou de manque à gagner pour l'État. Pourquoi sur le plan administratif ? Parce que ça coûte très cher. Quand vous allez
Un exemple, et je m'arrête là. Quand vous allez à la pharmacie et que vous avez l'impression d'avoir votre carte vitale qui est votre carte bleue, mais en fait, ça coûte très cher. C'est parce que vous avez les mutuelles qui financent le reste à charge que vous ne financez pas, mais qui est souvent de quelques euros, avec évidemment une gestion des coûts administratifs qui sont très importants. On a les coûts administratifs les plus élevés au monde du système de financement. 6% de la totalité de la dépense, là où elle est entre 2 et 3% ailleurs. Il n'y a que les États-Unis qui ont aussi un système extrêmement complexe de financement qui est comme nous. Donc, ça simplifie énormément et ça redonne des moyens aux acteurs. Il faut aller à un moment là où il y a la disponibilité de moyens. Nous, on raisonne à enveloppe constante parce qu'on sait bien qu'on a bien conscience qu'on est dans des comptes publics qui sont compliqués. Voilà sur ces 3 axes-là. Comment est-ce qu'on arrive à régler l'essentiel du problème avec l'ensemble des acteurs existants? On coupe la tête de personne, on valorise l'ensemble qui était dit là des acteurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans l'évolution de la diversification des modes de paiement, dans la chose, avec une équité de traitement entre le public et le privé, puisqu'on considère que le privé qui ne veut pas participer à ça, il est très faible aujourd'hui. En gros, c'est ceux qui ne sont pas conventionnés aujourd'hui, qui ne veulent pas être dans le système. Il y en a 200, mais si on ne fait rien, c'est des milliers qu'il va y avoir demain. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, on sait bien qu'il y a... Je me permets, j'ai justement, sur le sujet, le volet vraiment économique, j'ai justement une question. Ne faut-il pas avoir des indicateurs qui, en lien avec l'économique et le public, justement, arriver à réconcilier le public et le privé? Ne faut-il pas avoir des indicateurs de performance consensuelle pour réconcilier public et privé associés à des indicateurs d'utilité? 30% des actes diagnostiques et thérapeutiques sont futiles, disent les sénateurs. Non, mais ça, Où sont les mesures de pertinence de nos dépenses de santé? Non, mais ça, excusez-moi, mais ça, c'est encore, on discutait tout à l'heure, on parlait de pertinence. En gros, quand on n'a pas grand-chose à dire, on parle il faut améliorer la pertinence. Ça, c'est quand on considère qu'il y a... Mais c'est un autre débat, enfin, c'est un débat actuel. C'est-à-dire que et à côté de moi, j'avais la Fédération hospitalière de France, qui tient ce discours-là, qui dit non, mais améliorons la pertinence si on n'avait pas les 30%, et des ministres l'ont longtemps tenu, et on le tient encore. Ça, c'est... Mais peut-être qu'ils ont raison. Nous, c'est pas ce qu'on pense. Mais ça, c'est considérer que, globalement, il n'y a pas à revoir tout ce qu'on vient d'évoquer, qu'il suffit d'améliorer à la marge l'efficacité des acteurs. Moi, je pense que... Je ne dis pas qu'il n'y a pas l'efficacité des acteurs. Enfin, je pense par contre qu'on est parmi des acteurs qui sont les plus efficaces. Parce que moi, je veux bien qu'on dise à un médecin généraliste ou un médecin spécialiste, écoute, ça serait bien si quand même on avait quelques indicateurs de qualité, parce que c'est... Mais bien sûr que tout est perfectible, y compris le travail des économistes. Enfin, globalement, on est dans un pays où, croyez-moi, les acteurs ont un niveau de performance qui est très, très supérieur à la moyenne. Donc, je pense que, vous voyez, ça, c'est quand on ne veut pas toucher de façon structurelle à l'organisation du système. On a d'excellents professionnels de santé, il faut le savoir, comme on a aujourd'hui d'excellents experts patients qui sont prêts à s'engager dans la recherche, dans la formation des médecins et dans la gestion des parcours. Non, mais, alors justement, parce que comme le temps passe, je me permets, justement, j'allais me tourner du côté du... Vous faites bien d'en parler, Frédéric, comme ça je me tourne du côté du patient et donc de Raymond, sachant que j'ai une remarque, et je vous laisserai en parler, l'importance de la prévention, mais aussi de l'éducation sanitaire et de la lutte contre la désinformation, notamment sur Internet. Et en effet, je me permets, Raymond, du coup, de me tourner vers vous avec cette remarque, pour que vous puissiez réagir. Et puis, quelle est la place, du coup, face à ces différents constats, face à ce qui se passe, comment les patients peuvent être un acteur à un moment donné? Je ne sais pas si les politiques n'avancent pas suffisamment. Les patients, on est tous patients. Comment on peut faire aussi pour faire avancer les choses? Parce que nous, dans le quotidien des patients, on voit tous les difficultés à avoir un rendez-vous, à être pris en charge. Alors, même si les premières propositions sénatoriales pour faire changer le système datent des années 70 sur les droits des patients, le collectif interassociatif et les patients en général se sont réunis pour faire bouger les choses avec les états généraux de la santé en 1999, et ce qui a conduit Bernard Kouchner à édicter la loi du 4 mars 2002, entre autres, et il y a eu la loi du 2 janvier aussi, sur le médico-social. C'est pas parce que Bernard Kouchner, en buvant son café le matin, s'est dit « je vais dicter une loi ». C'est un long travail, et les patients ont déjà commencé bien avant. Donc cette loi du 4 mars 2002, qui a quand même révolutionné le paysage de la santé publique, a été votée à l'unanimité au Parlement. À l'heure actuelle, je ne suis pas sûr qu'il y ait des lois qui soient votées à l'unanimité au Parlement. Donc ça veut dire quand même qu'il y avait un besoin, enfin des besoins plutôt. Ça a permis de conférer des droits
aux patients, des obligations aussi, naturellement, puisque si on a des droits, on a aussi des obligations, et de formaliser la démocratie sanitaire. Donc les patients interviennent, s'engagent depuis fort longtemps. Un patient, il est sur 3 niveaux. Il peut être dans le refus de soins. Bon, il refuse, c'est la loi, ça lui permet. Il peut s'engager pour sa propre santé, prendre soin de lui, suivre ses traitements, etc., etc. Il ne veut pas s'engager vis-à-vis des autres. Et vous avez le 3e patient qui va s'engager. Mais s'engager, ça veut dire qu'il va s'engager pour la formation. C'est-à-dire qu'il va devenir formateur. Il va se former, il va devenir formateur. Il va devenir expert parce que on n'est pas expert au départ. On a l'expérience de la maladie. Quand il s'agit des soignants, ils ont l'expérience des études qu'ils ont suivies et de la profession qu'ils exercent. Nous, on apporte une expérience, une expertise qui est liée à l'expérience de la maladie, des traitements. Aujourd'hui, les patients interviennent à tous les niveaux, que ce soit les recommandations de la Haute Autorité de Santé, que ce soit au ministère, que ce soit dans les gouvernances des établissements de santé, à tous les niveaux. Donc je pense que le patient, il a considérablement évolué et il est évident que maintenant c'est un acteur indispensable. Ça devient un acteur indispensable du nouveau système de santé. Et c'est pour ça qu'on favorise cet engagement au niveau de l'Institut Santé, parce que ça fait partie de la démarche de la répartition des rôles des acteurs dans le système. Donc on est dans cette dimension-là. Donc je pense que le patient évolue en permanence et il devient un acteur. On parlait tout à l'heure, pour citer un exemple, on parlait tout à l'heure du Covid. Par exemple, le seul endroit où on n'a pas été cité, on n'est pas intervenu, c'est dans le comité scientifique pour le Covid. Ça nous a paru quand même un peu délicat. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, on avance et on est complètement intégré dans le système. Et c'est ça ça bouscule les codes. Je ne vous cache pas que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais quand ça fonctionne, et les exemples qu'on a sont remarquables, de mode de fonctionnement, de réalisation. À l'heure actuelle, depuis 2020, il y a des nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé sur le soutien, et encourager l'engagement des usagers dans le domaine social, médico-social et sanitaire. En 2023, la Haute Autorité de Santé renforce sur l'action sociale et donc là prend en compte les aspects de financement, les aspects de professionnalisation, des choses comme ça. En 2024, en janvier 2024, la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins, a sorti un rapport sur la participation des patients dans la formation initiale des médecins. Et très prochainement, il va y avoir un rapport de l'Académie nationale de médecine sur le partenariat patient. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Où est-ce qu'on met le curseur? Alors, face juste au constat, vous parlez d'enseignement. Antoine, les patients qui enseignent aux médecins. Oui, ça, je crois que c'est déjà une réalité. C'est quelque chose qui n'existait peut-être pas forcément, vous, au début de votre exercice. Bien sûr. Non, mais je pense que c'est sûrement très bien, parce qu'on a plein de choses à apprendre. Oui, de toute façon, ça, c'est clair. Et il est certain qu'on a une approche du patient qui n'est pas aujourd'hui la même, qu'il y a un certain nombre de scandales qui ont pu se produire assez récemment. Une approche du patient aujourd'hui qui n'est pas celle qu'on avait il y a 40 ans. Ça, c'est absolument évident. Or, qu'est-ce qui a fait bouger le système? C'est effectivement les associations de patients, les patients experts, enfin bon, toute cette démocratie sanitaire dont on parle qui quand même se met en place. Il y a quand même des progrès qui se font. Je veux dire, on n'est pas sur un système qui est figé, qui ne bouge pas. Il y a quand même d'énormes progrès qui sont faits dans les réseaux de santé, dans les réseaux de soins, etc. Surtout que nous, dans l'enseignement, on intervient en tant que patient sur tout l'aspect hors clinique. Ce n'est pas notre rôle, on n'est pas des médecins, on n'intervient pas à ce niveau-là. Mais sur l'environnement, sur la communication, sur les postures, sur toutes ces dimensions-là, sur la relation, c'est là où on intervient et on intervient énormément. Alors j'ai une remarque qui est intéressante parce que c'est vrai qu'on parle des patients, mais là j'ai une remarque où on me dit et l'importance aussi du rôle des aidants, notamment avec le vieillissement de la population, est-ce que vous disiez la hausse des maladies chroniques. J'en profite, le 5 juin, on fait un live Fondapro justement en lien avec
les aidants et leur rôle, les difficultés, etc. Finalement, on va tous être, avec le vieillissement de la population, on va tous être l'aidant de quelqu'un. On va tous être aidants, on va tous être patients. En effet, comment on peut aussi organiser ça et cette place des aidants qui est importante. Oui, alors aidant ou patient, d'abord, juste une simple, moi je ne suis pas expert patient ni médecin, mais on peut comprendre pourquoi les patients sont devenus importants. C'est qu'à la fois sur l'axe prévention, maintien en bonne santé, il est évident que c'est extrêmement lié à la qualité de vie et au mode de vie. Donc là, l'expertise médicale a ses limites à ça. Donc il faut faire intervenir du patient pour ceux qui ont plus de mal à gérer. Prenons des cas d'addiction, prenons des cas d'obésité, prenons des cas... Et là, c'est quand même... Il y a un moment où il y a une limite à l'expertise médicale qui doit être prise en charge. Et du côté du soin, à partir du moment où vous êtes sur un parcours de soins et pas simplement un soin qui nécessite une compétence médicale, vous êtes aussi sur de la qualité de vie. Comment vivre bien son diabète aujourd'hui ? Il y a un traitement, mais il y a plein de choses pour arriver à bien... Et ça, c'est l'expert patient qui a donné. Là où mais pour on ait toute cette expertise qui soit disponible, il faut faire évoluer le système. On organise le 19 avec les organisations syndicales des jeunes médecins et des étudiants, une chose sur la prévention au cœur du prochain système de santé. Quel impact pour les étudiants et les jeunes médecins ? Et on voit bien qu'il y a des freins partout, quand même, pour laisser les patients, parce que le patient, mais sinon on le sentirait quand même un peu s'il y avait vraiment autant de place aux patients. Et je vois les doyens des universités, puisqu'on parlait il y avait un manque de présence de patients dans les universités. On voit bien qu'ils freinent un petit peu des cas de fer. Donc, ce que je veux dire par là, mais ils le comprennent aussi, on va y arriver. Mais il y a quand même une barrière culturelle, aussi bien dans les directions et la haute fonction publique, que dans la direction aussi du corps médical et autres. Donc, c'est là où la nouvelle gouvernance, où on va créer une vraie autonomie des acteurs, que vous soyez dans le public ou dans le privé à l'échelle du territoire, là, vous y mettez du patient. Et là, vous allez voir que tout ça va se débloquer. Donc, la culture impacte les structures, mais les structures impactent aussi la culture. Il y a un point à ce sujet-là qu'il faut, et moi, ça sera mon dernier point, c'est que donc, on peut se demander, souvent on se demande, mais alors pourquoi le fait-on pas ? Pourquoi le politique, vous allez voir le politique, pourquoi le fait-on pas ? Et encore une fois, on n'est pas prêt de le faire. Je vous ai donné l'expérience du chose. Ça ne nous a pas rassurés. Donc, nous, à l'Institut Santé, ce qu'on s'est dit, c'est que plutôt que de se lamenter, on va travailler. Et on va essayer de mobiliser les citoyens. Mobiliser les citoyens patients, les citoyens bien portants, les citoyens médecins. Et c'est pour ça qu'on fait tout ce travail-là et qu'on va donc sortir le dernier un peu opus de la chose sous forme de roman pour dire ça, vous n'avez pas de compétences médicales, pas de compétences politiques, pas de compétences économiques, c'est pas grave. Tout ça est accessible. Mais il faut que chacun soit bien engagé, que pour le mettre à l'agenda politique, il faut qu'il y ait une pression populaire. Il faut qu'il y ait une pression. Il ne faut pas qu'il y ait un député, un sénateur, un maire, qui puisse se dire « Ah ouais, mais tout ça, c'est trop compliqué. » Parce que si on ne le fait pas, c'est que c'est jugé comme étant trop à risque politique, trop compliqué, trop technique, trop machin. Donc, en le rendant le moins compliqué possible, le plus accessible possible, on pense qu'on aura fait notre rôle. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous ceux qui nous écoutent, et il faut répondre, et encore une fois, ça sera ce qui sera proposé sur la table par l'Institut Santé, qui est très intelligence collective. L'Institut Santé, c'est un véhicule, hein, c'est rien de totalement indépendant, autonome, qui dépend de personne. Et puis s'il y a mieux, et puis s'il faut aller plus loin, probablement que ce qui a été fait, ça sera fait. Mais voilà, donc je pense qu'il faut être vraiment actif pour rendre possible cette régénération. Oui. Alors j'ai une remarque, alors on est encore sur public-privé. Quoi de neuf dans la FMC obligatoire des praticiens public-privé et le contrôle des différentes formations ? Alors c'est quand même, là je pense que c'est en train quand même de se mettre en place. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai connu une époque, pratiquement jusqu'à il y a 10-15 ans, dans lequel on pouvait avoir son diplôme de docteur en médecine et puis jamais faire la moindre formation jusqu'à la fin de sa carrière. Donc ça a quand même changé avec l'accréditation des médecins, avec l'incitation qu'on a faite pour les médecins en diminuant leur prime d'assurance, justement s'ils s'accréditaient. Au début, le système était un peu artificiel, et progressivement, c'est devenu important. C'est-à-dire aujourd'hui, un médecin qui s'accrédite, il a vraiment une démarche quand même à faire.
d'être parfaite, mais enfin, c'est au moins un engagement de faire quelque chose. Et puis, on va avoir les certifications, donc on va devoir maintenant, de façon très régulière, avoir un système de certification. Et là, on est un peu en retard, parce qu'on parle par exemple de l'Angleterre, qui fait ça depuis 20 ans. Donc, nous, on est très en retard, parce qu'on a beaucoup de mal, justement, c'est toujours pareil, beaucoup de mal à trouver quelque chose de consensuel. Tout un moment, les gens disent « Ah non, ça, faut pas faire comme ça, faut pas faire ceci, faut faire ça. » Là, il semblerait qu'on a évolué vers un système, on verra ce que ça donne, mais qui est de toute façon indispensable. C'est-à-dire, dans toutes les professions à haute technologie, on doit se recycler. Je crois que c'est absolument... D'ailleurs, c'est même une obligation déontologique pour nous de se recycler. Alors, il y en a qui le font, qui n'ont pas attendu l'État pour le faire. On peut très bien le faire spontanément, dans les congrès, etc. Il y en a énormément. Donc, il y a toutes ces choses-là se font. Il est certain aussi que, comme dans tous les systèmes, il y en a qui vont ne pas le faire et qu'une certaine obligation pour continuer l'exercice d'être performant paraît nécessaire. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Juste un complément. On a parlé du rôle du patient dans l'enseignement, dans la recherche. On n'est plus des simples témoins. On intervient à toutes les étapes des programmes de formation, aussi bien dans la recherche. Mais il y a tout le rôle aussi, qu'on n'a pas trop évoqué, de la représentation des usagers. Les représentants d'usagers interviennent sur toutes les dimensions dans l'établissement. Et à l'heure actuelle, on est de plus en plus sollicité. Donc ça, c'est une très bonne chose. On est très content d'être sollicité. Encore faut-il qu'on ait les moyens, d'abord en nombre d'intervenants, puisqu'on a le droit, la réglementation, c'est 4 représentants des usagers, par établissement, de titulaires, de suppléants. Donc nous, à Grenoble, on a mis en place des représentants de patients pour renforcer les équipes. Encore faut-il qu'il y ait les moyens pour ça. Mais maintenant, on intervient dans les conseils de surveillance, ça c'était déjà fait, mais dans les directoires, dans les pôles. Donc le rôle est augmenté du représentant. Le fait que les patients puissent être dans les gouvernances, en effet, c'est important. Alors on arrive, il ne reste plus que quelques minutes. Du coup, Raymond, comme vous aviez la parole, je vais rester vers vous. Si vous aviez s'il y avait une chose à retenir, vous, par rapport à votre vision patient et que les téléspectateurs doivent retenir de cette émission, c'est quoi ? C'est changer de paradigme par la collaboration. Non plus faire pour le patient, mais faire avec le patient. Pour nous. Le patient, au sens large, ces patients aidants. La Haute Autorité de Santé parle de personnes concernées maintenant. Mais voilà, donc changer de paradigme, partir de la littératie en santé et changer de paradigme, non plus partir du faire pour le patient, mais faire avec. Non plus partir de l'offre, mais partir des besoins, comme on le citait, comme on le pratique à l'Institut Santé. D'accord. Frédéric, même exercice en très rapide, si les gens doivent retenir une chose. Alors, être convaincu que le changement de paradigme est nécessaire, mais pour aller vers mieux. C'est pas une contrainte, c'est pour aller vers mieux. Être convaincu aussi que ce changement, il se fera que s'il y a une mobilisation populaire. On ne va pas revenir sur l'impuissance politique qui n'est pas actuelle, qui est une impuissance politique structurelle pour plein de raisons. D'abord parce que c'est un sujet extrêmement compliqué qui touche 68 millions de Français. Donc il faut être convaincu qu'il faut chacun à son niveau être acteur. Et on a tous un pouvoir d'influence et sur ce changement absolument nécessaire, et être convaincu qu'il y a urgence et que ça doit être fait sur le court terme, parce que sinon on risque de n'être plus capable de régénérer un modèle à la française auquel la majorité des citoyens est attachée. Merci beaucoup Antoine. Je vais vous laisser du coup le mot de la fin. Vous, à la fois en tant que médecin, en tant que président, en tant que président de Fondapro, quels sont les éléments qu'il faut que les téléspectateurs puissent retenir ? De tout ce qu'on a dit, moi, il y a eu beaucoup de choses, c'était très riche, beaucoup de choses intéressantes. Moi, à titre personnel, mais là c'est une vision vraiment assez médicale, si on devait faire cette révolution, il faut casser les dogmes, il faut casser les murs qui séparent le privé du public, la médecine de ville, etc. Tout ça, on est tous solidaires à ce niveau-là. On l'a vu dans des crises sanitaires importantes que c'était absolument nécessaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, devrait être à la base d'une refondation du système. C'est de franchement prendre un petit peu de hauteur. Et souvent, je pense qu'on oublie de prendre de la hauteur et on reste dans des archaïsmes qui sont finalement anciens. Ça a marché comme ça dans le temps et maintenant on va continuer. Non, il faut vraiment changer. Je crois qu'on a démontré, de façon absolument éclatante, tous les changements nécessaires. Et j'espère que les propositions de l'Institut de Santé seront mises en œuvre. Mobilisation collective, Fondapro, et
Tous ceux qui nous écoutent, ça sera pour début octobre. À partir de septembre, on pourra parler des migrants de la santé, ce roman qui rend accessible et qui a vocation à rendre accessible cette réforme. Très bien. Eh bien, nous arrivons à la fin de l'émission. Moi, je retiens quand même que tout le monde a envie de collaborer ensemble. C'est vrai que ce soir, on avait un siège qui était encore disponible. Peut-être que dans quelques mois, on peut refaire la même et peut-être qu'on peut avoir un politique en face de nous. Bien sûr. Pour pouvoir échanger Oui, ce serait bien. Ça pourrait être intéressant. Je vous propose peut-être de se donner rendez-vous dans quelques mois pour voir si on a pu faire avancer les choses. Je vous rappelle que le replay de cette émission sera disponible sur la chaîne YouTube de la Fondation ainsi que sur branchesolutions.fr. Et une petite remarque, parce que la soirée est très complète aujourd'hui, pour les personnes qui ont prévu d'assister au live qui se déroule à 19h30 sur le thème Back from ASA avec les professeurs Pierre Albaladejo et Hervé Bouaziz, il vous suffira d'actualiser la page sur laquelle vous êtes pour l'instant avant 19h30. Et donc le prochain live démarre tout à l'heure à 19h30. Je vous remercie les invités d'être venus. C'est vrai, je vais en profiter pour faire de la pub pour Fondapro. Le 5 juin aussi, vous aurez un live sur les aidants et la place des aidants. Et je vous remercie d'avoir participé à cette émission, à ces échanges. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Merci. Merci à Fondapro. Merci à Fondapro. Merci à vous. C'est vrai qu'il y a un siège libre. Oui.